comment détecter des opportunités dans ce marché, parce que le marché a complètement changé. Il y a des choses que je vous ai dites il y a 2 ans, il y a même encore 1 an et demi, 1 an, qu'aujourd'hui je ne pourrais plus vous dire. Donc ça va être l'objectif d'aujourd'hui, sachant que la meilleure des personnes pour ça, c'est Awatif. Donc c'est Awatif qui prendra la parole sur le sujet. Ensuite, pause déjeuner, je vous demanderai vraiment de respecter les 30 minutes, d'y aller, d'échanger, de revenir, parce que vu le retard qu'on a déjà. Ensuite, comment tout se faire financer. Ok, donc la première brique nous le dira. Non, mais on vous proposera toutes les solutions possibles. Encore une fois, nous, on vous donne les solutions, on monte les partenariats et après, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, donc ça, ce sera avec Ben. Et ensuite, la dernière séance, ce sera avec moi. C'est comment maximiser vos marges. Donc voilà. Et ensuite, la refonte totale du cercle. Alors, je vous en parlais en préambule. Ce que je pense, moi, aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment s'adapter et il faut pas être sur des croyances de ce qu'on voit, enfin, beaucoup pour certains sur le net ou même des anciens marchands, des anciens même notaires. Aujourd'hui, pour moi, l'activité de marchand de biens, je vous le dis souvent, elle fonctionne comme ça. Hein. C'est trouver des opérations, se les faire financer, les commercialiser et à l'intérieur de tout ça, il y a un suivi opérationnel des choses. Aujourd'hui, sur la phase trouver des opérations, c'est complètement différent. Il y a juste 12 mois. Aujourd'hui, les acheteurs sont rois. Je vous le dis souvent maintenant, c'est fini. C'est plus toutes les agences immobilières qui vous disent j'ai 10 offres au prix en face de vous. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez le temps. Vous pouvez analyser vos opérations. Vous pouvez passer des conditions suspensives. Donc, c'est vraiment important de le comprendre et de l'intégrer. Sur la partie financement, ça a aussi beaucoup changé parce que les coûts de portage sont chers. Alors du coup, là, à l'époque où quand on a démarré, les plateformes de crowd étaient chères, elles sont plus si chères que ça. Ok, non, mais c'est important. Hein. Et ils ont une capacité d'être rapides, etc. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on travaille avec eux. Donc voilà, on vous proposera en tout cas tout un tas d'outils et de méthodologies pour bien choisir les choses. Ensuite, sur la partie commercialisation, là pour le coup, je vais vous en parler sur les slides juste après, ça a vraiment totalement changé. Donc ça va être l'enjeu de 2024, je conclurai là-dessus en fin de journée. Et il va falloir être très fort sur ce sujet. Et là-dedans, le suivi opérationnel, qui change pas beaucoup. Les opérations, elles fonctionnent toujours de la même manière. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des marchands expérimentés qui sont là, ou en tout cas qui ont déjà démarré, qui me disent moi je sais faire mes opérations, c'est vrai, ça change rien. Par contre, les 3 autres étapes autour, elles ont complètement changé. Donc c'est sûr que poser une DP, c'est toujours la même chose, poser un PC, c'est toujours la même chose. Par contre, le cercle qui est autour, c'est pas du tout la même chose. C'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, le marché de l'IMO avant. Concernant l'achat, beaucoup de concurrence, je vous le disais tout à l'heure. Le financement facile, c'est-à-dire à l'achat, c'est-à-dire que vos concurrents avaient un financement facilement. Et ça, faut l'avoir en tête. Donc, c'est-à-dire que non seulement ils faisaient des offres au prix sans trop regarder, mais en plus, ils étaient financés. D'ailleurs, il y a des biens qui risquent de revenir sur le marché. Des demandes sans condition de financement, donc de gros risques pris, certains d'entre vous, moi y compris, hein, et des ventes qui se faisaient en 48 heures, c'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, le bien était plus sur le marché, donc on n'avait pas le temps de les analyser bien comme il faut, ou en tout cas de rentrer en phase négociation. Concernant le financement, le rebord était négatif, hein, donc c'était quand même vraiment pas cher du tout. Quand on empruntait à 3%, c'était top. D'ailleurs, on a certaines opérations qui ont duré où les modélisations d'il y a 2 ans sur un portage de 12 mois avaient complètement changé, donc les intérêts trimestriels n'étaient pas les mêmes. Donc, en tout cas, c'était mieux avant. Et les délais d'obtention, par contre, qui étaient hyper longs, c'est-à-dire que typiquement pour la Kesha, on les adore, on bosse beaucoup avec eux, mais on pouvait avoir une offre de prêt édité entre 9 et 12 mois, c'était très compliqué. Surtout que juste avant, on disait bien qu'il fallait aller vite, les conditions suspensives étaient difficiles. Et concernant la commercialisation, par contre, c'était vraiment parfait. Tous nos acheteurs étaient finançables, beaucoup d'acheteurs, donc des flips possibles. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on a démarré le cercle, hein, pour les fondateurs qui sont là. On achetait, on vendait dans la journée très facilement parce qu'il y avait très peu de refus de prêt, donc on prenait pas 3 mois dans la vue à chaque fois. Et surtout dans un marché haussier, c'est-à-dire que les pourcentages de marge qu'on indiquait, etc., j'ai envie de vous dire, même s'il y avait un peu d'erreur, dans tous les cas, on arrivait à vendre à peu près au prix. Et du coup, il y avait très peu de taux de défaut. Enfin, on n'a pas eu de taux de défaut dans le cercle d'ailleurs, mais on n'a pas eu de défaut. Mais du coup, c'est un point sur lequel on a très peu développé parce que ce n'était pas nécessaire, tout simplement. Le marché de l'IMO de maintenant. À l'achat,
les offres basses et la négociation est complètement possible. Ok, et ça, faut l'intégrer parce qu'encore une fois, c'est des biais psychologiques. On reste encore sur que l'agent IMO nous disait il y a 12 mois. Et les agents IMO, eux, c'est pareil, c'est assez long pour eux à changer leur psychologie. Donc maintenant, il faut leur montrer, c'est vous qui êtes en position de force. On arrête les mandats exclusifs juste derrière, etc. Maintenant, on rentre dans une position où c'est nous qui sommes en position de force et pas eux. La possibilité de passer vos conditions d'urbanisme, ok, ça c'est important parce qu'avant, on disait non, ton PC, je m'en fous parce que de toute façon, je vais le vendre quoi qu'il arrive. Et les biens restent sur le marché plus longtemps, contrairement à ce que je disais juste avant. Vous avez le temps d'analyser, vous avez le temps de poser plusieurs stratégies et vous avez le temps de négocier avec vos vendeurs. Par contre, le marché, il n'est pas homogène. Il y a des spécificités localement. Je regardais les chiffres hier. Le marché de l'immobilier dans l'ancien a baissé de 20%. Dans le neuf, Laetitia me disait ce matin qu'elle avait écouté BFM et c'était 45% en moins. Par contre, sur le site des notaires, ils annoncent, en tout cas à fin juillet, simplement une baisse de l'immobilier de 1,5% dans les appartements et 0,7% dans les maisons. Contrairement à tout ce qu'on croit, il y a beaucoup moins de volume. Donc tous les gens qui gagnent leur argent par rapport au volume des transactions, pleurent, mais le marché, il n'a pas tant baissé que ça. Ok. Et nous, on le voit, quand on commercialise au propre prix, on arrive toujours à commercialiser et à vendre. Et il y a la tech aussi concernant l'achat. Il y a 3 ans, on avait très peu de concurrence sur la tech, c'est-à-dire que on analysait, etc., très facilement et la concurrence n'arrivait pas à analyser. Aujourd'hui, avec toutes les startups qui sont sorties, etc., qui risquent pour beaucoup d'arrêter, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont sur le marché, ils permettent de donner des données à tout le monde, même l'investisseur, qui n'était pas accessible avant. Donc aujourd'hui, à l'achat, on a une concurrence qui est capable d'analyser le marché aussi comme nous. Ok, et on en parlera beaucoup. Il n'y a pas que le prix mètre carré qui compte. Concernant le financement, le coût bancaire, il est proche des financements alternatifs aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? On ne sait pas, ça dépend dans quelle position on se trouve. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, les financements coûtent cher. C'est difficile pour les novices. L'expérience est clairement demandée pour éviter justement ces problématiques de taux de défaut. Et c'est difficile car les apports et garanties demandés sont de plus en plus importants. Donc, encore une fois, on va voir aujourd'hui comment trouver des solutions à ça. Et concernant la commercialisation, qui pour moi est le nerf de la guerre de 2024, on a peu d'acheteurs finançables. La qualification du prospect devient obligatoire dès la phase d'analyse du bien. Il faut favoriser les délais courts d'obtention de près de nos acquéreurs. Donc, il faut encore une fois, il faut bien les qualifier pour être sûr. Il ne faut pas perdre de temps avec des acquéreurs qui vous font traîner. Quand ça tourne à 10 ou à 15% à côté, en termes d'intérêt, ça coûte cher. Et la conclusion de tout ça, c'est vraiment d'identifier son marché et sa typologie de clients. Si vous ne le faites pas dès la phase amont, on risque d'avoir de gros problèmes après en phase d'exécution. Alors, je vais conclure là-dessus l'introduction et je vais passer la main à Watif, mais aujourd'hui, tout le monde voit les mêmes annonces et fait les mêmes visites. D'ailleurs, il y a certains membres qui se sont retrouvés dans des visites les uns derrière les autres à quelques mois d'intervalle et ont juste trouvé une valeur différente et ont sorti un bien qui n'était pas sortable 2 mois avant. Donc, la conclusion de tout ça, c'est comment faire la différence. Et écoutez, je vais passer la main à Watif sur ce sujet. Bon séminaire à vous et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, surtout à ceux que j'ai pas vus. Alors, je voudrais juste, et je m'adresse vraiment en fait aux membres, casser un petit peu les stéréotypes qu'on a sur le marchand de biens, c'est-à-dire le marchand de biens, c'est principalement du spéculatif, ou c'est principalement acheter très 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 en dessous du prix marché pour pouvoir au fait avoir une marge. Alors vous savez comment je fonctionne. Moi, je dis que pour avoir en fait un business qui est serein, qui est périn, pardon, dans le temps. Malheureusement, en tout cas aujourd'hui, au vu du contexte du marché actuel, c'est plus suffisant parce que sinon on attend encore 1 an, 2 ans et on fait rien entre temps. Ok. Donc il existe différentes techniques et ça passe en fait par les détections des opérations. Enfin, ces techniques passent justement par ces détections d'opérations pour pouvoir aller chercher des biens qui puissent marger par d'autres biais que plutôt par le prix ou par le spéculatif. Même si ces techniques, bien évidemment, fonctionnent, mais ça n'est qu'une partie du spectre du marchand de biens. Ok. Ça, c'est vraiment important que vous l'ayez bien en tête. Je vous le répète souvent en coaching de groupe, ça c'est le leitmotiv de ce que je peux vous dire tout le temps, mais je voudrais vraiment que ce soit bien assimilé aujourd'hui.
OK. Alors, avant tout, pour pouvoir détecter des bonnes opérations, ça passe par la base, créer sa base et maîtriser son secteur. OK? Ça passe bien évidemment tout d'abord par la maîtrise de ses prix. Et j'insiste et je réinsiste et j'invite les membres qui n'ont pas encore fait à revenir vers moi pour tous ceux qui ont rempli cet outil, du coup, qui est sur votre espace membre il y a 1 an, 2 ans. Donc, on a ici un mélange de toutes les années, du coup. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut absolument que vous remettiez à jour, en fait, cet outil qui est dans votre espace membre parce que le marché a changé. OK? Donc, qu'est-ce que cet outil? Donc, c'est un outil qui vous permet de pouvoir créer votre base de données. J'insiste aussi, faites bien, refaites l'exercice correctement par tranche de surface d'appartement, ok, de 20 à 30 mètres carrés, 30 à 50, 50 à 60, 60 à 80 et puis de 80. Exactement la même chose sur les maisons, ok, et de toujours bien mettre le prix du neuf pour qu'on puisse comparer qu'est-ce qui se fait dans le neuf. Toujours pareil, avoir la même approche, se dire, ok, si le neuf est à tel prix, si j'applique une décote de 25%, est-ce que je reste, pardon, est-ce que je, est-ce que je reste encore en dessous du coup des prix marché de l'ancien? Ok, c'est super important. Ok, cette base de données, elle est aussi importante pour pouvoir, parce que souvent vous me dites, oui, mais c'est difficile, les agents immobiliers, ils m'envoient des opérations, mais à chaque fois, j'espère qu'il n'y a pas d'agents immobiliers là dans le dans l'audience, mais voilà, ils ne savent pas, enfin, ils m'envoient toujours ils m'envoient toujours des opérations qui sont pas rentables, etc. Mais c'est à vous de pouvoir leur donner votre cahier des charges, ce qu'on appelle un cahier des charges. Mais si vous n'avez pas fait cet exercice, comment est-ce que vous voulez, au fait, les briefer derrière, quoi? Comment vous les briefez? Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, sur la première ligne, on utilise la ville, par exemple, de Lamalou-les-Bains. OK? Les 20-30 mètres carrés sont à 2 000 €. OK? Supposons, bon, là, c'est pas le bon exemple, mais supposons que, par contre, les 60-80 mètres carrés sont plutôt à 1 500 €. C'est un prix de sortie à 1 500 €. OK? Là, on se dit effectivement dans sa tête, toujours ayant à l'esprit en fait, la détection de nos opérations, qu'est-ce qu'on va se dire dans sa tête? C'est ah, peut-être que c'est sur cette ville, la stratégie, c'est d'aller chercher peut-être la plus grande surface parce que mécaniquement, mon prix marché est beaucoup plus faible et d'aller faire la division pour aller choper 2 studios, faire une division, aller choper 2 studios qui, eux, vont sortir à 2 000 ou 3 000 € le mètre carré. OK? Et là, on va briefer son agent, on va se dire sur cette ville, tu me trouves que de l'appartement à 80 mètres carrés. Je ne veux que ça. OK? Ville suivante, OK? Parce qu'on est des personnes intelligentes et qu'on a bien fait ces exercices avec Laurence. Toute l'analyse des contraintes PLU, parce que c'est vraiment ça qui va driver vos détections d'opérations. La ville, on s'aperçoit que la ville nous demande 2 places et demie, par exemple, de parking, de places de parking. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit 2 places et demie, ça veut dire qu'il y a une tension au niveau du marché. Peut-être que moi, je vais aller chercher du parking dans cette ville et je briefe mon agent comme ça. Sur cette ville, alors je dis cette ville parce que on est membres, il y a des membres qui sont, voilà, il y en a qui sont multisecteurs, il y en a d'autres qui sont sur la même ville, mais c'est pas grave. Briefez l'agent en fonction de ce que vous voulez comme typologie de produit, ok? Sors-moi du T3, 80 mètres carrés, sors-moi que du hangar où je puisse, par exemple, boxer. Voilà. Donc, au-delà, et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce fichier, parce que au-delà de vous donner les prix secteurs et pouvoir faire vos recherches, il vous drive sur la typologie de produits à aller chercher et à les transmettre, au fait, votre cahier des charges, du coup, à votre agent immobilier. OK? C'est clair? Ensuite, pareil, je vous rappelle, juste pour rappel, alors je sais qu'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses dans le SharePoint. Ces 2 outils sont à votre disposition, OK? C'est vraiment le basique de chez basique, mais je vous rappelle que pour tout ce qui est opération, c'est vraiment les principaux critères, du coup, à aller vérifier lorsque vous détectez une opération, c'est toute la partie, alors je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais c'est première partie opérationnelle, qu'est-ce que je dois checker? Tout ce que je dois checker opérationnellement, OK? Deuxième partie, l'environnement, qui est super important et surtout, vraiment, j'insiste là, parce que dans un marché actuel où les acquéreurs ont vraiment le choix, du coup, ils ont vraiment le choix, l'environnement va beaucoup jouer, OK? L'environnement,
l'analyse bien évidemment du prix secteur, donc l'outil qu'on vient juste de voir en fait précédemment, et le côté financier. Donc Ben vous expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure comment est-ce qu'on peut jouer aussi avec les outils sur la partie financière. OK? Ensuite, cet outil-là qui n'est pas aussi beaucoup utilisé, c'est le fichier de surcote et de décote que vous avez également sur votre SharePoint. Pareil, lorsque vous modélisez vos opérations, vous avez cette partie où vous pouvez mettre des surcotes et des décotes. Alors pourquoi j'ai mis ce fichier en avant aujourd'hui, c'est que je m'aperçois là sur les derniers coachings que vous êtes extrêmement scolaire sur la façon dont vous décotez ou vous surcotez. Je vous donne un exemple. Alors je sais plus quel membre il y a 2 semaines de ça m'a présenté une opération et c'était un cours d'eau. Il y avait, je crois, un appartement. C'était un appartement en fait dans un immeuble. Il y avait un cours d'eau qui passait derrière. J'ai dit attention, prudence, cours d'eau, enfin dans la tête des futurs acquéreurs, c'est lorsque je visite, inondation, blablabla, blabla, compagnie. Par contre, donc là on a appliqué une décote. Par contre, la situation est différente. Si demain vous décidez d'acheter par exemple un moulin où vous avez un cours d'eau, n'appliquez pas une décote. C'est plutôt fait une surcote. C'est plutôt sympa d'avoir un petit moulin avec voilà. Donc soyez pas trop scolaire. Idem pour tout ce qui est par exemple je sais pas, par exemple, manque de luminosité, ok? Si l'appartement n'est pas manque un petit peu de luminosité, c'est ok, on applique une décote. Mais maintenant, si l'appartement est complètement noir et que voilà, là c'est rédhibitoire, on a plus de décote et c'est plus c'est du vécu, hein. Ok? Donc c'était vraiment juste pour vous dire, faites bien attention sur votre surcote, prenez un peu de recul, soyez fin dans votre analyse sur la surcote et la décote. Ok? La maîtrise de l'environnement. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout le temps, lorsqu'on commence les coachings, la première chose que je vous demande, c'est OK, on se fait un street view et on regarde, on va faire un petit tour au fait de ce qui se passe au fait à côté, parce que ça, c'est primordial. Hein, je vous le disais juste avant, mais c'est primordial, quoi. Si vous avez une super baraque et vous avez juste une cité juste en face, ça va être problématique. Je ne dis pas que ça se vend pas. Je ne dis, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste simplement, dans un contexte un peu plus compliqué, il va falloir qu'on se donne un maximum de chance. Et Sébastien l'a dit à juste titre, la commercialisation reste vraiment le point clé aujourd'hui. Et donc, on ne va pas réduire notre cible, mais on va plutôt essayer d'élargir au fait la cible principale en termes de commercialisation. OK? Ensuite, l'analyse de tout ce qui est attractivité de la ville. Alors là, je parle pour les membres qui cherchent d'autres secteurs. Donc, l'analyse toujours, bon, vous l'avez, hein, tout ça, mais je fais juste un rappel. Analyse de l'attractivité de la ville. Est-ce qu'on est sur une ville qui est attractive en termes d'économie, les axes routiers qu'il y a, les infrastructures et compagnie, la typologie de population. L'analyse urbanistique. Et j'insiste. Le but n'étant pas de devenir des experts de l'urbanisme, il y a une super masterclass que Laurence, notre coach en urbanisme, nous a faite, qui vous donne comment lire un PLU de manière très facile. Donc, on a encore, enfin, je le dis parce qu'on a encore beaucoup de questions aussi lors des coachings. Donc, n'hésitez pas à aller revoir, au fait, cette masterclass et si vous avez pas le temps ou si vous avez des doutes, prenez un créneau chez Laurence, dans les ateliers de Laurence et repassez votre opération d'un point de vue urbanistique. Mais c'est pénible d'avoir, au fait, des analyses d'opération et après, finalement, on revient en arrière parce qu'on se rend compte que finalement, urbanistiquement parlant, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'opération pour X, Y raison. OK? Ensuite, tout ce qui est analyse, on y viendra un peu plus en détail, hein, j'insisterai un peu plus sur ça, les analyses des caractéristiques du bien. Est-ce qu'on a affaire à un rez-de-chaussée, des chemins de fer, de luminosité, pièces mal aménagées, vis-à-vis et compagnie. OK? Et également, alors ça, je laisserai Sébastien tout à l'heure développer un peu plus, mais il y a un outil qui arrivera en 2024 qui va vous permettre vraiment de cibler la typologie des biens, notamment dans le cadre de la VIR, du coup, à aller détecter. Mais ça, Sébastien vous en parlera tout à l'heure. OK? Ensuite, la maîtrise de la modélisation. Alors, la maîtrise de la modélisation, ça fait partie justement de la détection des opérations. C'est ça qui va vous permettre de détecter des opérations et non pas juste trier sur le bon coin et se dire, tiens,
Ça, c'est en dessous du prix du marché. C'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment la façon dont vous allez modéliser votre opération qui va faire la différence. OK? Pour pouvoir illustrer tout ça, alors je m'adresse un peu plus aux dernières promotions parce que je pense que les deuxième et troisième années l'ont plutôt bien compris. Pour pouvoir illustrer tout ça, donc je vous ai pris récemment une dernière étude de cas qu'on a faite. C'est un immeuble que vous avez ici, OK, à diviser en silos, okay, plein centre-ville avec cours, etc. L'analyse urbanistique, elle est OK, on ne revient pas dessus, tout a été fait en amont. L'analyse des jeux de TVA, vous le savez, vous avez tout à disposition également pour les masterclass sur la TVA. OK. Alors, première chose, modélisation, qu'est-ce qu'on a comme option? Première option, se dire, OK, je divise par 6, je rénove, je rachète le classique, le basique du marchand de biens. OK. Ça, c'est mon premier scénario. OK. Donc, on a modélisé avec de la rénovation complète. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Prix d'achat 250 000 euros. OK. Prix de revient complet, donc les 683 000 euros en incluant tout ce qui est travaux, portage financier de 18 mois, à un taux à peu près de 7%. Donc, ce sera peut-être un peu plus entre 7 et 8. OK. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Si je fais la totalité des lots rénovés, ça me dit, voici ma marge au niveau du prix bas, 30%, une marge de 207 000 euros. C'est dégueulasse. OK. Maintenant, je me dis, je vais modéliser de manière différente. Je vais faire juste la mise en lot et les réseaux, distribution eau, je découpe et je fais juste des plateaux. Qu'est-ce que ça donne? Voici le résultat. Prix de revient, 448 000 euros. Normal. J'ai baissé mon coût de travaux, mais j'ai quand même mon coût de travaux pour tout ce qui est mise en lot. OK. Je baisse un petit peu ma durée d'emprunt, normal, parce que je vais pouvoir commencer après commercialiser, en tout cas des lots ou être un petit peu moins cher. Et donc, j'ai réduit un petit peu ma durée d'emprunt. OK. Donc, qu'est-ce que ça donne? En termes de chiffres, 28% de marge, qui est très correct. Marge à 129 000 euros. OK. On pourrait juste dire mécaniquement, se dire, allez, moi, je vais aller chercher le maximum de marge et je vais prendre la première option. OK. Mais on peut très bien se dire aussi, cette marge-là me suffit, ça dépend du nombre d'opérations aussi que j'ai en cours et j'ai aussi le droit de me dire, j'ai pas envie de me prendre la tête à aller faire tous les travaux et compagnie et ça, c'est OK. D'accord? Troisième scénario, me dit, et si je faisais un mixte entre je laisse en plateau 3 lots et je rénove 3 lots. OK? Qu'est-ce que ça donne? À mi-chemin. Ne pas trop se prendre la tête, mais un petit peu quand même. Et je vais même un petit peu aller pousser et je vais dire, allez, les 3 lots, je vais les rénover. Je vais même aller les meubler et aller chercher du clé en main. OK? Hop. Je laisse la même durée d'emprunt, même si j'aurais pu un petit peu raccourcir un tout petit peu, mais j'ai laissé la même durée d'emprunt que le premier scénario. Qu'est-ce que ça donne? Mon prix de revient, qui est un peu plus important que mon scénario 2, normal, parce que j'inclus quand même 3 appartements que je vais rénover complètement. OK. Donc, on passe à 515 000 euros. Par contre, et là, c'est magique, 40% de marge et 210 000 euros de marge. Donc, ça veut dire que mon scénario numéro 3 est beaucoup plus favorable. Mon scénario numéro 3 est beaucoup plus favorable que mon scénario numéro 1 et numéro 2. OK? Et si on reste basique sur ce que les marchands de biens, en fait, ont l'habitude de pratiquer, c'est plutôt ça et ça. OK? Pourquoi on en arrive à ce résultat-là? C'est parce que je baisse mon coût des travaux, même si j'en ai un petit peu. Par contre, j'augmente mécaniquement le prix de sortie de mes 3 travaux, de mes 3 lots qui sont rénovés. OK? Et derrière, mon portage est diminué, pas par la durée, mais plutôt par la valeur de mon prix de revient total projet. Je suis plus à presque 700 000 euros, mais je porte 500 000 euros. Donc, mécaniquement, je baisse tout ça. C'est ce qui vous donne la variation de marge là. Donc, le scénario numéro 3 est le plus favorable. Et ça, vraiment, je vous invite à le faire, que ce soit un appartement, que ce soit un immeuble, que ce soit une découpe. Et c'est ça qui va vous permettre de détecter des opérations et pas aller chercher en dessous du prix marché ou pas aller spéculer. OK? Juste, je voulais rajouter par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le triptyque, détecter l'opération, se la faire financer, la commercialiser avec le suivi opérationnel.
on est en plein là-dedans avec un marché où vous avez le temps. Vous avez le temps d'analyser plusieurs scénarios. Vous avez le temps entre votre offre d'achat, on verra tout à l'heure une partie planning, mais entre votre offre d'achat, vous passez sous la promesse, d'analyser plusieurs façons de voir les choses. Mais surtout, là, quand on voit les marges, 20%, 30%, 40%, bah, ça paraît simple. Hein. De toute façon, ça marche quand même si c'est la solution numéro un. Mais souvent, ça permet, et on le verra tout à l'heure, de sortir des opérations que vous avez détectées au départ à 0%. Je vous ferai exactement le même schéma en fin de journée par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, c'est pour ça, retenez bien toutes les étapes qui vous sont montrées pour vous montrer qu'en fait, une opération de base que vous tournez dans un bilan qui tourne à 0%, quels sont les axes par rapport à tout ce qu'on va voir aujourd'hui, dont ça, qui vous permettent de passer de 0 à 25, enfin à 20, 25 ou 30% de marge suivant les axes de négo. Donc, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la valeur du marchand de biens n'est pas juste un achat prix mètre carré et une revente derrière au mètre carré, c'est la modélisation de tout ce que vous allez faire sur tous les axes de votre bilan, sur chaque ligne du bilan. Encore une fois, j'insiste souvent, mais il y a des postes. Chaque poste doit être amélioré. Et c'est comme ça qu'un marchand de biens travaille. Après, il y a des marchands de biens à l'expérience. Ils vont faire un seul poste, ils vont le faire très bien, ils vont se concentrer là-dessus, c'est OK. Mais quand on veut être polyvalent et pouvoir travailler tous différents types de produits, il faut travailler toutes les lignes du bilan avec différentes stratégies sur tout ce qu'on va voir aujourd'hui. OK? C'est clair pour vous? Pas de questions là-dessus? Non, parce que c'est vraiment le plus important. Hein. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant, moi, j'ai pas de problème, je sais faire les affaires, etc. Mais j'ai du mal en ce moment à trouver des affaires. Bah, en fait, ça, c'est la clé. C'est comme ça qu'on trouve des affaires, c'est en les modélisant et en travaillant les postes un à un. Et en fait, la même affaire qu'on a pu voir, on la passe à la moulinette dans les filtres du cercle. Et c'est ça qui vous amène à sortir l'opération différemment. On vient de passer 2 jours en workday. C'est ça, je veux que tu me regardes. On a passé 2 jours justement à regarder ça. Et c'est vrai que dès qu'on le modélise différemment, qu'on voit les choses différemment, la marge est complètement différente. Et vous sortez votre produit. OK? Avec des risques et des conditions suspensives en plus qui vous permettent de prendre moins de risques que vous auriez pris auparavant. Donc, on en parlera aussi tout à l'heure. Et là, je voulais faire être en mode raccourci. Hein. On est arrivé directement sur le scénario des rénovations des 3 lots. Mais au fait, on a joué, au départ, on a fait, allez, on se dit, on fait 4, 3, 2, 1, et quel est le meilleur rapport, quoi. On a vraiment joué, quoi. Et je trouve que c'est ce qui est quand même intéressant dans la partie du marchand, quoi. Ensuite, petit rappel. Petit rappel sur le rappel de la répartition du budget moyen d'un Français pour son acquisition. OK? J'insiste, hein, c'est une moyenne nationale. Hein, je sais que vous allez me dire, selon les villes et compagnies, on n'est pas sur ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est factuel, c'est une moyenne nationale. C'est le budget qu'ont les Français de manière nationale. Je le dis parce que comme voilà, vous êtes un petit peu dans des régions différentes, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 57% des Français ont entre 100 000 et 200 000 euros en budget, ok. 34% entre 200 000 et 350 000 euros ont 34%. 9% ont au-dessus de 350 000 euros. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous assure que pour avoir géré en fait, des opérations aussi bien à titre personnel qu'avec, en association avec des membres, c'est vraiment le reflet en termes de commercialisation, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que des membres pourront en témoigner avec lesquels on est en association. Boum, lorsqu'on a une opération qui est à 800 000 euros et qu'on essaye de commercialiser, par exemple en 2 lots, 400 000 euros, je ne dis pas que ça se vend pas, attention, hein, je mets de la nuance dans ce que je dis, selon les secteurs et compagnie, mais en tout cas, lorsqu'on a une opération et qu'on la redécoupe derrière et qu'on va chercher des prix de sortie entre 100 000 et 200, et allez, on va dire jusqu'à 200 000 euros, tout de suite, ça convertit. C'est Javier, je pense que tu pourras, je sais pas où est Javier. Ouais, Javier, tu pourras en témoigner sur notre opération c'est le Bosque on a fait plein de scénarios possibles. On s'est un petit peu foiré au début sur la commercialisation en pensant que c'était justement pourtant secteur quand même très recherché, secteur plutôt voilà, plutôt haut de gamme, en pensant oui, bah c'est bon, on a la cible, oui, on a la cible, mais statistiquement, on réduit sa cible. Donc forcément, tout le reste du camembert, on le touche pas. On touche pas cet acquéreur. Et dès qu'on a fait de la découpe, dès qu'on a redécoupé à la découpe, boum, 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 je crois qu'on a commercialisé en même pas un mois et demi, quoi. Toute l'opération était commercialisée en un mois et demi. Et c'est dans ce sens-là que je veux vous dire ça. Donc, me dites pas, voilà, moi, mon secteur, c'est pas ses prix et compagnie, c'est jeudi.
si, encore une fois, hein, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous dire comment j'assure aussi, comment je détecte des opérations et comment j'assure ma commercialisation. Plus vous allez aller, statistiquement, plus vous allez aller sur des prix de sortie, je dis pas des prix d'achat, mais des prix de sortie dans ce panel-là, et plus vous allez commercialiser facilement. Et juste une chose là-dessus, parce que même moi, j'avais une croyance limitante sur le sujet avec Avotif. On n'est pas toujours d'accord. Et j'en parlais avec Jérémy, je sais pas où il est, sur Lyon, qui a mis une stratégie pile là-dedans et basiquement, il a dit j'écoute, je mets une stratégie simple, etc. Et aujourd'hui, il sort ses lots en plein cœur de Lyon sans aucun problème. Là où on va se dire c'est une grande ville, ça marche pas, il n'y a pas de produit à ce montant-là, bah, c'est faux. Alors, bien sûr, sur des quartiers à 14 000 ou à 15 000 du mètre de Paris, ça va être compliqué. Mais très clairement, ça touche 95% du marché, donc c'est une vraie stratégie. Enfin, pour une des stratégies, en tout cas à court terme, et pour faire du chiffre d'affaires dans l'année, c'est la plus efficace, et ça, on en est sûr et certain. Exactement. Ensuite, je voulais faire aussi, je voulais vous mettre en garde, hein, parce que ça aussi, c'est pareil, j'ai vu beaucoup ces derniers temps. Alors, effectivement, il y a énormément de biens qui reviennent sur le marché, et je voudrais vraiment vous alerter, parce que j'ai vu des opérations passer, qu'on n'a pas validées, bien sûr, mais au détriment, il y a beaucoup d'acquéreurs aujourd'hui, pardon, il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui souhaitent vendre leurs biens, et c'est des biens certaines fois qui ne rentrent pas dans les critères de ce que moi j'appelle, enfin les critères des opérations, ce qu'on vient de voir juste précédemment, du basique, c'est-à-dire luminosité, des pièces bien foutues, enfin tout le classique qu'on a l'habitude de voir. Donc faites attention. Je préfère que l'on aille acheter moins 10% au prix du marché des biens qui ont de la gueule, plutôt que d'aller me chercher des biens à moins 40% du marché et qui n'ont ni queue ni tête. Je fais ce rappel parce que j'en vois beaucoup là en coaching ces derniers temps. OK? Et le thème, c'est pourquoi ils achètent plus cher. Et là, on va voir pourquoi est-ce que même en achetant juste en dessous de 10% ou même au prix marché, on peut continuer à marger. OK? Alors, j'ai mis quelques opérations sur lesquelles nos membres sont actuellement. Et c'est exactement l'illustration de ce que je viens de vous dire, hein. Ce type d'opération, les châteaux, la valeur sûre, stratégie de commercialisation à les découpes. Donc, c'est nos membres Pierre et Mathieu qui sont présents aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle des biens de caractère. Ça, c'est une valeur plus sûre. C'est une valeur plus sûre que aller chercher au fait l'appartement basique. Alors là, je crois qu'ils l'achètent quand même moins cher. Vous faites le combo explosif, hein, vous l'achetez moins cher et en plus, c'est un bien de caractère. Donc, quand on a le combo explosif, c'est génial. Mais même si, supposons, il l'avait acheté prix marché ou un tout petit peu moins cher, alors peut-être que ça aurait été une technique différente, aller travailler un peu plus les lots et comme ce qu'on vient de voir juste avant. Mais en tout cas, ça, c'est 10 000 fois plus fort, plus puissant que des appartements classiques. OK? Donc, je vous drive énormément pendant les coachings aussi sur essayer de nous... C'est une stratégie parmi tant d'autres, hein. Il n'y a pas que ça. OK? Légalement, tout ce qui est bien typique du pays, hein, maison à colombage pour Strasbourg. Là, j'ai pris l'exemple du coup de Patrick, là, qui a actuellement une opération qu'on a validée sur l'île de Léron. Donc, les acquéreurs aiment ça. Encore une fois, on réfléchit statistique. Qu'est-ce que mon acquéreur, quelle est la demande de mon acquéreur? Tout le monde aime le type, enfin, quasiment en tout cas, tout le monde aime le typique. Donc, allons sur de la valeur sûre. Les biens typiques du pays, c'est de la valeur sûre. Peu importe la région, c'est de la valeur sûre. OK? La Normandie, là, je vous ai mis une petite maison que j'ai achetée récemment, petite maison du pêcheur. Ça, en rénovation, boum, ça part tout de suite. Et pourtant, je l'achète pas, je l'achète prix secteur. Mais par contre, ça, en 2021, c'est un produit qui ne se trouvait pas. Donc, il vaut mieux l'acheter prix marché d'aujourd'hui. J'étais super contente de retrouver ce type de produit et d'aller travailler sur le produit plutôt que d'aller acheter de la maison classique basique. OK? Autre exemple, celle-là, je l'adore. C'est la maison de Robin des Bois, de Romain. Bon, là, elle n'est pas très mise en valeur parce que j'ai pas réussi à trouver les photos Romain du coup, donc j'ai pris ta vidéo et j'ai fait une capture d'écran. Mais voilà, c'est une maison super mignonne en plein milieu des bois dans la baie de Somme.
vraiment pas cher, à un prix de sortie, je crois, entre 150 000 et 200 000 euros de mémoire. Ça, c'est typique. Je crois que la commercialisation, elle s'est faite très rapidement. Boum, boum, tout de suite, ils ont trouvé un acquéreur parce qu'on est sur un bien bucolique. Les biens bucoliques fonctionnent très, 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 très bien également. OK. Dernier exemple, l'appartement de Loïc, les biens nature, hein, la montagne, la mer et compagnie, ça marche super bien. Et donc Loïc, qui au départ allait sur des stratégies, si je peux me permettre, hein, Loïc, hein, c'est voilà, voilà, sur des voilà ce qu'on appelait un peu le syndrome de l'objet brillant, d'essayer d'aller tout de suite sur des choses un peu plus importantes et compagnie, parce que les copains avaient déjà des choses sympas. Et on est revenu vraiment sur du basique. Je lui ai dit, mais attends, Loïc, enfin, t'es dans une région juste extraordinaire, t'es en Corse, mais pourquoi tu te focalises pas sur de la mer? Tu trouves un appartement comme ça pour un Parisien, hop, tu le rénoves, et les Parisiens à moins de 200 000 euros, hein, toujours l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure, ça part tout de suite. Et boum, aujourd'hui, sa stratégie, elle est que sur ça. Aujourd'hui, c'est que des petits prix, que des appartements comme ça en bord de mer. Et c'est vraiment la vue, hein, là. Vous descendez de la maison et vous traversez, c'est vraiment la vue. Donc, tout ce qui est bien nature, ça peut être une vue montagne, une vue mer, quelque chose de très champêtre, c'est des produits qui fonctionnent. OK? Modélisation, prix, bien de caractère, ou bien bucolique, ou bien nature, peu importe ce qu'on veut, c'est le combo explosif, vraiment. OK? Ensuite, une problématique qui revient régulièrement, et même pour les plus avancés d'entre vous, c'est la maîtrise du coût des travaux. Enfin, encore une fois, on n'est pas des experts en travaux. Enfin, le but n'est pas de devenir des experts. On n'est pas, enfin, en tout cas, sur le chiffrage. Aujourd'hui, au sein du cercle, vous êtes accompagnés pour ça, hein. On a des ateliers d'une spécialiste travaux. Vous, à l'étape, en tout cas, de la détection des opérations, c'est de vous dire, OK, comment est-ce que je peux modéliser de manière très rapide pour ne pas, sans être un expert en travaux, pour ne pas passer, du coup, à côté de l'opération. C'est vraiment très, très simple, et j'en suis vraiment l'exemple incarné. Enfin, je ne sais même pas aller mettre un clou, et je ne maîtrise pas tous les coûts de travaux, mais par contre, je sais travailler par ratio. Je sais que pour faire ça, c'est tant à tant de mètres carrés, que pour faire ça, c'est à peu près tant. Et c'est largement suffisant pour modéliser, en tout cas, le décisionnel à cette étape, OK, du processus. Surtout, enfin, perdez pas de temps, quoi. Parce que si vous attendez après les artisans qui passent et compagnie, ben, je peux vous dire qu'il y a 10 marchands de biens qui sont déjà passés devant vous. OK? Très, très important. Je le rappelle, hein, c'est peut-être basique, mais je le rappelle, mais je le vois encore, hein. OK? Je vous rappelle que vous avez le fichier de Mathieu qui est à votre disposition également, où vous avez tout, vraiment tout de détaillé. Et on a également des membres, hein, je pense notamment à Julie qui maîtrise super bien, et elle peut vous aider aussi sur la partie travaux. Non, mais c'est vrai, Julie. Et ensuite, une fois qu'on a modélisé, qu'on a fait son offre, là, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, on repasse via des artisans et compagnie, on confirme, et franchement, enfin, on se trompe rarement quand même sur le ratio des travaux. Et là, on fait passer des artisans et compagnie, puis on reconfirme tout ça. J'en reparlerai tout à l'heure, moi, des coûts de travaux, mais il y a un truc important, c'est que, pareil, il faut pas rester sur les biais psychologiques qu'on avait, le marché, la montée, les hausses des matériaux, etc. Enfin, moi, mon métier de base, c'est le BTP. Le BTP, ça a toujours été comme ça. Et là, ça fait 24 mois qu'avec la hausse des matériaux, c'était impossible de maîtriser un prix. Avec ces coûts ratios, on n'a pas pris de claque, donc c'est important. Et aujourd'hui, le marché, il se stabilise. Donc, pas de stress. Tout ce que vous avez connu depuis 2 ans, c'est plus le cas. On n'est plus dans ce marché-là avec des artisans qui ont 2 ans de carnet de commandes. D'ailleurs, il y a 6 mois, ils avaient 2 ans de carnet de commandes, puis aujourd'hui, ils nous appellent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, non, c'est vrai. Et donc, pas de stress. Aujourd'hui, le coût de travaux arrête d'augmenter. Il va plutôt baisser. Nous, on le voit sur mon autre boîte sur ICES. On voit vraiment que ça baisse. Donc, aujourd'hui, la maîtrise des travaux, c'est plutôt la maîtrise. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Plutôt que le coût de travaux. Le coût de travaux, avec nos outils, ça suffit largement, et ça marche très, très bien, quoi. Alors, il y a, ah, je suis passée trop vite, pardon. Il y a deux différentes stratégies, du coup, et tout dépend de ce que vous recherchez. Euh, Vous avez la stratégie court terme et vous avez la stratégie long terme. Donc, lorsqu'on commence, hein, je parle surtout des dernières promos qui viennent d'arriver.
L'objectif, encore une fois, c'est de concrétiser assez rapidement, de pouvoir marger, mettre un petit peu de sous dans la société, créer de la crédibilité auprès des banquiers, faire de la rotation de produits, on s'en fiche. Hein. J'ai déjà entendu, ouais, mais moi je me prends pas la tête pour 30 ou 40 cas de marge. Bah, 30 ou 40 cas de marge, si vous rationalisez ça sur l'année, c'est le salaire d'un cadre. Enfin, voilà, c'est très important. Je vais juste vous faire en fait un petit comparatif. Si vous attendez la super opération à 300 000 ou 400 000 euros de marge, mais qui va arriver que dans 2 ans ou 3 ans, vous n'aurez rien fait au fait en l'espace de 3 ou 4 ans. Et même si vous la faites au bout de 3 ans ou 4 ans, enfin, il va rien se passer pendant 3 ans ou 4 ans. Et si vous rationalisez à tout ça, et ben, divisé par 3 ans ou 4 ans, ça fait même pas 80 ou 90 000 euros au fait à l'année. Vous avez mieux fait, enfin, ou en tout cas de combiner, de faire de la rotation et faire des marges à 30, 40, 50, mais de multiplier les opérations, peut-être 3, 4 opérations, 5 et plus pour ceux qui arrivent à gérer opérationnellement parlant, et faire rentrer vraiment de l'argent dans la société et créer de la concurrence, plutôt que se dire d'attendre en fait attendre en fait la grosse opportunité qui va arriver. En termes de chiffres, c'est beaucoup moins rentable. Ok. Parmi ces stratégies court terme, alors je sais que des fois vous me cataloguez sur le clé en main, mais il n'y a pas que ça. Ça fait partie d'une stratégie à adopter et je trouve que c'est la plus puissante commercialement parlant parce que tout le travail est fait en amont et le fait de pouvoir créer du clé en main et du meublé, c'est vraiment la tendance d'aujourd'hui. Ça vous permet au fait d'aller très rapidement en termes de commercialisation. Ok. Je vous prends quelques exemples de nos membres. Aurélie, alors elle est en plein dedans. Elle est en plein dedans. Donc c'est un appartement qu'elle fait en clé en main, donc super joli, bien décoré. Et là, elle combine deux choses. Non seulement lorsqu'elle a trouvé quand on analyse l'opération, on a vu un gros potentiel. Bon là, je l'ai pas mise, hein, mais il y avait un gros potentiel de terrasse. Il y avait une très très grande terrasse et je lui dis, et ça va t'aider vraiment à ta commercialisation. La terrasse, tu fais la terrasse. La terrasse plus un clé en main, c'est le cocktail explosif. Donc tu nous donneras le retour, je ne sais pas où elle est Aurélie, mais c'est tout juste, je ne sais pas si c'est déjà en commercialisation ou pas. Semaine prochaine, tu nous donneras du coup le retour sur ta commercialisation. Ben, alors c'est intéressant parce que du coup, Ben avait sur cet appartement, et je parle sous ton contrôle, hein, dis-moi si je me trompe, hein, mais vous aviez en fait rénové sans faire de clé en main, de manière basique. De mémoire, il me semble que vous l'avez commercialisé combien de temps? C'était 3 mois? 3 mois, 7. On a fait 2 mois et entre 7 et 10 visites. Et quand on l'a fait en clé en main, meublé, fini, on a fait 7 visites dans la semaine et une offre. Et une offre confirmée, voilà. Pour vous montrer, au fait, vraiment la puissance là. Parce que, pourquoi? C'est pas juste, alors, ce que j'entends par meubler, hein, c'est pas juste on met la table de mamie, l'armoire de balles et compagnie, hein, on meuble, sans parler, encore une fois, on n'est pas sur non plus des appartements de luxe, mais on crée ce qu'on appelle une harmonisation, on crée une atmosphère. On essaie, et si on sait pas faire, on se fait accompagner du coup. Hein, on fait appel à des décoratrices, on sait pas le faire. Mais c'est super puissant. C'est comme ça que ça convertit. OK? Et également Valérie, qui a fait un clé en main. Je crois qu'en termes de commercialisation, c'est passé très, très rapidement aussi. Je crois qu'en 2 semaines, elle a c'est ça? 2 semaines, 3 semaines? Une semaine. Ah, pardon. Une semaine. Commercialisation, une semaine. Hop. T'as réitéré, je crois, non? T'as réitéré déjà? C'est vendu? Oui, oui, Ouais, depuis c'est le mois vendu. de septembre, oui. Alors, ce qui est intéressant, toi, dans ton appartement, c'est un petit peu comme Aurélie. Elle a utilisé la terrasse, du coup, et toi, tu as créé, au fait, un espèce de coin nuit. Alors, certes, c'est pas une chambre, mais c'est un atout. Cet appartement n'avait pas de chambre. Elle a créé, au fait, une opportunité avec son coin nuit, plus le combo avec une super jolie rénovation, et boum, tout de suite, ça explose. Donc ça, c'est très bien quand on commence. On en fait 3, 4 comme ça. On peut autant marger que sur des stratégies long terme, en association, des choses comme ça. C'est vraiment le combo. Enfin, on peut combiner de la stratégie court terme et du long terme. OK? Ensuite, autre stratégie que le clé en main, parce qu'il en existe d'autres. Toujours, alors c'est toujours pareil, hein, mon leitmotiv à moi, c'est la simplicité, c'est de s'éviter au fait tout problème et d'aller le plus rapidement possible. La division de bâti simple qui ne demande pas
de spécificité urbanistique. Donc là, c'est un projet que Louis, alors je sais plus si c'est vendu ou pas vendu, je sais plus, mais voilà. Je sais qu'il marge énormément sur ce projet. Très très simple, vous voyez, hop, immeuble, division en verticale, boum boum, je vends une partie, je vends l'autre, et voilà, c'est le genre de projet qui est aussi très très lucratif. Ok. Autre stratégie, on peut également aller chercher tout ce qui est optimisation et création d'espace. Hein. Un appartement mal foutu qu'on réagence. Alors bien évidemment, après, toujours pareil, on peut repasser en modélisation et se dire, OK, cet appartement-là, je vais lui rajouter une chambre ou je vais l'enlever. Combien je marge? OK. Non, c'est pas assez. OK. OK, si je décide juste, par exemple, de rénover aussi la salle de bain, quel sera quel sera mon prix de sortie? Et hop, je réadapte. OK? En fait, on analyse vraiment l'opération de A à Z. OK? Alors, dans ce cas précis, c'était, hop, maison, hop, on a une maison, un petit garage à côté, très, très bas au niveau du prix marché. Pourquoi? Grande maison, uniquement 2 chambres, ce qui est problématique quand même. Parce que ce genre de maison avec un grand terrain, 2 chambres, c'est pas la cible. OK? Par contre, boum, tout de suite, on a vu tout de suite qu'il y avait une possibilité de transformer le garage en une chambre. OK? Donc là, on crée du foncier. Là, on marge sans pour autant faire de la rénovation ou quoi que ce soit. On fait de la transformation et là, on marge. OK? Ça coûte, enfin, on va aller chercher un prix de sortie plus important grâce à la transformation de ce prix en foncier, quitte à aller créer un garage à côté et d'aller mettre des coûts de travaux, plutôt que derrière de refaire le truc en complet, quoi. Là, on a de la marge sur ce type d'opération aussi. C'est une stratégie qui fonctionne énormément, l'optimisation et la création d'espace. Autre stratégie, les semi-travaux, que je vous disais, je vous l'ai dit juste tout à l'heure, c'est OK, je prends un appartement, il est complètement pourri, sans aller dans le basique du marchand de biens, c'est-à-dire je rénove tout et ça passe pas, je marge pas. Et on essaye de faire hop des scénarios différents. OK, est-ce que la salle de bain je peux la garder? OK, elle est correcte. OK, est-ce que je ferai pas juste un agrandissement de ça? OK, à combien je marge? Et si je fais jusqu'ici, en fait, on va chercher son point d'équilibre pour aller trouver au fait la meilleure démarche du coup sur ce type d'opération. Ça, c'est important. C'est faites pas comme si c'était pour chez vous, parce que ça peut marcher. Hein. Il y a des secteurs où ça marche, mais c'est pas le problème. Mais si vous faites pour chez vous, c'est l'achat coup de cœur. Vous y mettez de l'émotion, etc. Et vous faites du beau. Mais ça se valorise pas. Ok, donc c'est important comme a dit Abotif, à chaque fois de modéliser et souvent par habitude, pour ceux qui ont fait beaucoup de locatifs, je sais qu'il y en a ici qui ont fait beaucoup de locatifs, et on fait du beau parce qu'on loue plus cher. Et ça, ok, ça marche. Par contre, en tant que marchand, ça marche pas. Aujourd'hui, votre cible, elle va peut-être elle-même refaire sa cuisine un peu plus tard ou sa salle de bain un peu plus tard, mais en tout cas, la salle de bain ou la cuisine, comme elle est en l'état, elle leur suffit. Et vous n'allez pas le valoriser plus cher parce que vous l'avez refait. Ça, c'est un truc qu'on a du mal à intégrer quand on est passé par un cursus locatif et formation où on nous dit il faut faire du beau, faut faire du beau, faut faire du beau. Alors ok, ça marche. Tu rigoles. Parce on a fait le point sur une opération AE le mardi il y a 15 jours où justement, en fait, en modélisant différemment, l'opération, elle tourne juste parce qu'on fait des semi-travaux et l'opération, elle sort à 25% de marge. Là, au départ, elle va tourner à 5-10%. Ok, donc, et n'ayez pas peur de ça. Encore une fois, il faut modéliser K1, K2, K3, K4. Et suite à ça, vous arrivez à sortir une opération, à la voir différemment. Encore une fois, c'est comme ça que vous devez voir les cas chaotiques sont en train de vous montrer. Absolument. Et ça, c'est complètement la stratégie inverse du clé en main. Le clé en main, les gens sont prêts, les acquéreurs sont prêts à aller acheter à un prix beaucoup plus cher que le marché. Hein, on se rappelle, sur des petites surfaces, plus 15% sur du clé en main sur des petites surfaces. Ensuite, plus du 7,5% pour des surfaces entre 30 et 40 mètres carrés. Okay, là, c'est la stratégie complètement inverse. C'est je vais régler les problématiques principales de ce bien. Ok, je règle quelques petites problématiques principales et je vais aller chercher un prix de sortie. Par contre, en dessous ou prix marché ou en dessous du prix marché, c'est vraiment l'inverse, quoi. Ok. Ensuite, donc celle-ci est plutôt maintenant assez connue sur l'amélioration des DPE. Hein, c'est la tendance d'aujourd'hui et même les banques aujourd'hui. Certaines banques qui ne financent que des projets maintenant avec de l'amélioration du coût énergétique, c'est vraiment la tendance du moment.
Alors, ce qui est intéressant là de voir, on connaît tous hein, le classique, hein, je vais chercher mes biens en F et je rénove et je vais chercher un produit. Donc, vous avez deux façons de faire. Soit on va chercher les biens en F et on essaye de travailler les produits, c'est toujours pareil, hein, le même leitmotiv. Hop, jusqu'où je rénove pour aller chercher la meilleure marge? Est-ce que je fais du semi-travaux? Est-ce que je fais du complet? Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, on peut très bien se dire, OK, je cherche tout ce qu'il y a en E, plutôt, qui est proche de la lettre D, et j'essaye de voir avec les diagnostiqueurs sur du projeté, est-ce que le simple fait, par exemple, de changer ma VMC en agro A et que je la transforme en agro B, qui va me coûter peut-être 500 balles ou 800 balles, est-ce que si je fais juste au fait ce changement, est-ce que mécaniquement je vais passer à un D? OK? Ou est-ce que j'isole juste un mur? Alors pour ça, vous avez bien évidemment besoin du diagnostic et d'un projeté de diagnostic, mais ça peut être une bonne stratégie. C'est pas que F ou D. Ça peut être, OK, je cherche du E et j'essaie d'améliorer en D. Et si je peux peut-être aller encore rénover une partie de l'appartement, par exemple une cuisine qui est complètement pourrie et que je rénove et que je remplace, est-ce que ça va me permettre d'aller chercher un prix de sortie moyen ou voire au marché? Voilà. Tout ça, c'est des analyses et c'est du cas par cas. OK? Ensuite, autre stratégie également sur la façon dont on peut travailler les produits, régler les problématiques urbanistiques, hein, les PC, d'aller déposer des PC, les DP, aller régler ces problématiques-là, les changements de destination. Je sais que Valentin avait trouvé un commerce, je crois qu'il y a 25 000, ouais, 25 000 ou 30 000 euros. Et boum, toi, tout de suite, tu as eu l'idée, transformation, je vais peut-être l'exploiter en LCD, ensuite je vais revendre en fait un produit à rendement et compagnie. Ça, c'est des stratégies qui fonctionnent super bien, les changements de destination du coup aussi. Et l'insalubrité. Alors, on fait une différence entre l'insalubrité ou l'état de péril. L'état de péril, c'est plutôt pour des stratégies un peu plus avancées, quoique on s'accompagne d'un bureau d'études, on peut. Mais bon, je préfère qu'on reste sur l'insalubrité, tout ce qui est appartement insalubre. Pareil, OK. Quelles sont les problématiques sur ce bien? Qu'est-ce que je règle? Ça, c'est des bons produits aussi. OK? Autre stratégie, les évictions de locataires. Ça peut être j'achète un bien loué, souvent, enfin, vous avez beaucoup de propriétaires qui veulent se débarrasser de leurs immeubles parce que bah, les locataires sont pas, on va dire, les locataires idéaux. Euh, Ça peut être des bonnes stratégies également de se dire, OK, je l'achète, je règle les problématiques, hein. Il faut savoir qu'un particulier, il raisonne pas au fait à notre échelle, hein. Vous pouvez aller lui donner un billet de 5 000, 10 000 euros, ça va peut-être l'intéresser de sortir. Mais par contre, vous, mécaniquement, vous l'aurez acheté moins cher. Vous savez que vous pouvez revendre plus cher. Du coup, ça peut être des stratégies hyper intéressantes. Et sur l'éviction des locataires, j'avais un autre point, mais j'ai oublié. Ça me reviendra. Désolée, il y avait une stratégie qui était intéressante aussi. Bon, bref. Alors, on a eu un cas, nous. Alors, ça fonctionne pas toujours, hein, mais ça dépend de la somme que vous proposez. On a un cas justement sur une opération qu'on a avec Louis Gildas de nos membres. On lui avait demandé combien on lui avait proposé, 7 000 ou 10 000 pour sortir. 10 000, il nous a demandé quoi? 50 ou rien? C'est ça. On a certains. On peut tomber sur des phénomènes, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est voilà une stratégie aussi qui peut fonctionner. OK? Juste avant, Ouais. sur les différentes stratégies, ce qu'on n'avait pas parlé avant avec Kawautif, sachez que suite à la stratégie VIR et en fait et toute la découpe qu'on a faite dans la formation avec le tableau, vous savez, qui récapitule étape 1 jusqu'à 14 et redécoupé par Urba, etc., avec les 50 points à faire un par un. On travaille avec Seb. Il est où Seb Courpis? Il est où? Voilà. On travaille avec Seb à partir de la semaine prochaine pendant 3 mois à mettre en place sur toutes les stratégies la même checklist qui va être mise en place pour chacune des stratégies avec en face de ça toutes les ressources au sein du cercle, parce qu'il y a tellement de choses qu'à un moment, il faut pouvoir y aller que quand on a besoin et à bon escient. Donc Seb intègre l'équipe là pendant 3 mois pour nous épauler. Lui aussi voulait progresser, donc il va en profiter en travaillant avec nous, à vraiment à retravailler tous ces tableaux Excel pour vraiment mettre les étapes une à une sur chacune des stratégies
qui va vous permettre à vous d'avoir une checklist, mais vraiment formelle sur chacune des stratégies. Voilà, Je voulais pas te spoiler. c'est pas grave. Alors, tout ça pour vous dire aussi, des affaires, il y en a, et il y en a partout, et nos membres sont le plus bel exemple. Romain qui cartonne sur la baie de Somme, hein, voilà, vous l'avez vu aussi sur un autre slide, voilà, qui trouve des produits toujours avec un petit peu de caractère. Sa stratégie, c'est opération rapide, simple, flip, division, emplacement, petit prix, boom. Alan, qui est sur la région bardelaise, qui a déjà à son actif 6 opérations avec une très belle marge de 442 000 euros. Stratégie de son secteur, c'est détachement de terrain, changement de oui, détachement de terrain, oui, par contre. Alan est un membre qui est arrivé en 2021, où les terrains fonctionnaient encore très, très, très bien. Vous savez que maintenant, avec la nouvelle législation, plutôt prêt à taux zéro, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui les terrains. Donc, il a décidé de changer sa stratégie. Il est beaucoup moins sur la division bâti-terrain. Il veut maintenant faire du clé en main. Mais en tout cas, c'est une très bonne stratégie qui a bien, bien fonctionné de la division de bâti-terrain pendant 2 ans. Notre cher et tendre Quentin, région parisienne, 2 opérations sur la région parisienne, voilà, 500 cas de marge. Et lui, son leitmotiv, c'est le flip, le flip, le flip. Achat-revente dans la journée. Toulon, Ben, également 6 opérations à son actif, 415 cas de marge. Stratégie du secteur, revente investisseur, mise en copropriété d'immeubles, rénovation clé en main. Donc, de multiples stratégies pour Ben. Amani de Toulouse, du coup, pardon, excuse-moi, en association, pardon. Amani et Aline, pardon, excuse-moi, Aline, en association, 381 000 euros de marge. Et vous, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de clés en main. Je exploite en LCD et ensuite je revends. Enfin, et tu pourras toi-même témoigner que tout ce qui est prix de sortie au-dessus de 300 000 euros, c'est plus compliqué. Pourtant, vous êtes dans un secteur dit euh, bourgeois quand même. Mais dès que ça descend en dessous de 300 000 euros, tu convertis beaucoup plus rapidement. On n'oublierait pas. Ouais, ouais. Et vente aux enchères également. Tu fais de la vente aux enchères. Ouais. Voilà. Alors, hop. Martial et Bastien, qui sont en Haute-Savoie, également 10 opérations à leur actif. Donc là, on est vraiment sur un secteur luxe, hein, limite luxe. Gros projet, gros ticket sur ce secteur. Voilà, donc très très bien rodé sur cette stratégie. Il la maîtrise parfaitement. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que je peux pas faire d'affaires parce que moi je suis à Paris, parce que moi je suis à Lyon, parce que moi je suis à Bordeaux. C'est faux. C'est faux. Quand on travaille un produit, quand on sait modéliser, quand on maîtrise son marché, quand on place au cœur la cible de l'acquéreur, qu'est-ce qu'a besoin mon acquéreur et qu'on adapte sa stratégie en fonction de sa demande. Hein, c'est la demande qui drive le business. Hein. C'est la demande quand on revient, quand on recentre à chaque fois le client au centre. Et ça, je pense que c'est dans tous les business, c'est pas que pour l'immobilier. Là, on a compris comment fonctionnent les choses ensuite, et ensuite, on adapte nos stratégies en fonction du client. Ok? Bon, stratégie long terme, ça, Sébastien vous en parlera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc, en résumé, sur comment évincer la concurrence, on revient tout à l'heure à ce que je vous disais. Meilleure modélisation, c'est vraiment ça qui va faire la différence, vos modélisations. Et meilleur en financement, mais pareil, je ne vais pas spoiler Sébastien parce là, on a juste fait la démonstration mathématique sur la partie opérationnelle et qu'est-ce que je cherche comme typologie et comment je modélise. Mais vous avez aussi le levier, enfin, comment est-ce que j'ai la même approche sur la partie financière? Quelle stratégie? Plutôt vire, plutôt flip, voilà. Le combo des deux va vous donner, voilà, c'est ce qui va vous permettre de sortir des opérations qui vont marger.
Je voudrais maintenant appeler nos amis Verspiren, parce que c'est hyper important. Oui, Donc, bonjour. voilà, Verspiren. Déjà, merci de nous accueillir. Ça, c'est déjà pour nous important. En quelques mots, le groupe Verspiren, déjà, j'ai la chance de représenter Verspiren, premier courtier franco-français, capital 100% familial. Merci. Donc, hop. Voilà, capital 100% familial, plus de 100 ans d'existence, 438 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 2000 collaborateurs. Et comme on est présent dans tous les domaines d'assurance, il était logique qu'on puisse être à vos côtés, en tout cas sur des programmes spécifiques. Alors, quand on dit programme spécifique, c'est que Verspiren écrit les garanties, négocie bien sûr les conditions, gère les programmes pour vous accompagner sur votre activité. Alors, quand je dis gère, c'est à la fois sur la souscription, la gestion production et la gestion sinistre. Donc, toujours une équipe dédiée. Et bien évidemment, pour nous, l'objectif, c'est d'être présent avec vous, parce que j'entendais à Watif qui présentait les différentes caractéristiques, et notamment les différentes stratégies qu'on pouvait mettre en place. Il est très important, bien sûr, d'être accompagné sur des programmes d'assurance comme l'assurance responsabilité civile professionnelle. Alors, j'ai le plaisir d'être accompagné par Sandra qui se mettra à votre disposition pour vous en parler plus précisément. Bien sûr, il y a des stratégies aussi où si on fait pas de flip, on va faire des travaux, on va faire quelques aménagements. J'ai le plaisir aussi d'être accompagné par Olivier qui vous parlera de la dommage ouvrage. Et puis pendant toute la vie du programme, je suis à votre disposition, bien sûr, sur la PNO. Donc voilà les programmes sur lesquels Verspiren peut vous accompagner aujourd'hui. Et on se tient à votre disposition pour tout renseignement et toute information. Voilà, merci. Ouais, juste une chose importante là-dessus, parce que on a vraiment voulu qu'il soit là, parce qu'on a énormément de questions en ce moment qui arrivent par rapport à ça. Ils ont fait court parce que les assurances, ça peut être quelque chose de très très long. Par contre, ils sont présents. Ils sont pas au courant, mais on doit travailler avec vous là en début d'année sur aussi l'obtention de la GFA, parce qu'ils vont aussi nous accompagner là-dessus. Et moi, je veux vraiment insister. Et comme vous le savez, on touche pas de royalty dès que vous prenez une assurance chez eux, donc on s'en fout. Le vrai truc, c'est qu'ils ont vraiment la pertinence sur la globalité des assurances. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que dans notre métier, on a une assurance pour tout. Et plus vous serez sur des assurances différentes, plus vous allez au droit de problème. Parce que d'une, les assurances vont se mettre en conflit l'une avec l'autre. Et aussi, vous paierez des moments des doublons ou des moments il y aura des oublis. Donc, dans le cadre des stratégies un peu avancées qu'on va mettre en place en 2024, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner par des pros. Et pour le coup, j'ai aucun doute chez Verspiren. J'ai pas plus, enfin, on se connaissait pas avant. Hein. Moi, je me suis renseigné, j'ai discuté avec tous les promoteurs en place, et ils ont tous été unanimes sur le fait que le groupe Verspiren est vraiment très fort en termes d'accompagnement en tant que dans le courtage, grâce à leurs compétences et aux produits que vous avez en vente. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, j'ai rien à y gagner. C'est vraiment pour eux que je le dis. Et donc, n'hésitez pas à aller les voir. Là, hein, ils auront un stand à chaque pause pour aller discuter avec eux. C'est important. Si vous voulez vous lever pour qu'ils vous voient, voilà. Voilà, vous allez les voir tout à l'heure, hein, à la pause, c'est important. Ok? Alors, avant qu'on fasse une pause, je voulais vraiment échanger avec vous. Avez-vous des questions sur tout ce qu'on vient de se dire, que ce soit sur des opérations que vous avez en cours, que ce soit sur des d'ailleurs, que vous soyez membre ou pas membre, hein, c'est pas grave, on est là, on en profite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur tout ce qu'on a vu? Est-ce que vous avez encore beaucoup des interrogations? On vous a expliqué qu'on va mettre des outils complémentaires, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le cercle, il a 3 ans et demi. On l'a fait progresser au fur et à mesure par rapport au retour des membres. On a fait beaucoup de distanciel. Vous verrez à la fin qu'on va faire de plus en plus de présentiel. Mais ça n'empêche que on continue à mettre des outils en place. L'outil qu'on vient de vous dire avec Seb, qu'on va mettre en place avec Seb Kouroupis, parce que dès que vous appréciez un outil, on appuie, on le fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez soit des demandes à formuler ici, même si vous pouvez les formuler en dehors, hein, c'est pas grave. Soit des questions sur les stratégies qui sont mises en place là, qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes calme, hein, plus que d'habitude en tout cas. Ouais, voilà, alors ça va, on a Julie, elle est pas calme. Je viens à ton secours.
Moi, j'avais une petite question sur un des outils que, quand j'étais rentrée dans le cercle sur le papier, je trouvais ça hyper sexy. J'ai essayé, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis, j'avoue. C'était l'outil que vous avez appelé Ouais, le truc pour le les machin agents du IMO. chasseur, Pour voilà, les ouais, agents. le chasseur, je sais pas quoi. En fait, il y a... Ouais, non, mais je vais... Je finis juste ce que je voulais te dire, comme ça après tu pourras me dire ce que t'en penses, mais je trouvais qu'il était très compliqué d'approche. J'avais essayé de le faire avec un agent immobilier qui m'a dit mais c'est quoi cette usine à gaz? Tu crois que j'ai le temps de remplir ça textuellement dans le texte, hein. Et en fait, moi je me rends compte d'un truc, c'est que quand on fait nos analyses, quand on quand on t'appelle et qu'on te dit tiens j'ai un truc pour toi, etc. Je trouve que la multiplicité des façons d'envoyer les informations, ils t'envoient un lien par SMS sur l'annonce qui est en ligne sur leur site internet. Tu vois ça comme ça, t'as pas beaucoup d'éléments, t'as surtout pas de schéma pour savoir si tu peux diviser, etc. Donc on a à minima besoin d'un DPE pour avoir le schéma à l'intérieur. Ça, du coup, ça arrive par mail sur des timings différents. C'est pas forcément, ça peut être l'assistante qui te l'envoie. Donc, moi, personnellement, en tout cas, je sais pas, je suis peut-être mal organisé, mais je trouve que je perds pas mal de temps à recréer mes dossiers d'analyse pour après les travailler. Je sais pas si plutôt qu'un outil de détection d'opportunités, ça pourrait pas être intéressant de trouver un truc hyper simple où en fait ils copient-collent leur dossier que de toute façon ils ont en natif sur l'ordinateur, un peu comme je sais pas, un drop, un drive ou je sais pas, un truc comme ça, où en fait on puisse tout de suite avoir accès à ce qu'ils ont eux, les photos, les schémas, les machins, etc. Pour faciliter, pour que eux, ça soit hyper limpide et simple d'envoyer l'information et qu'ils n'aient qu'à renseigner, mais genre 5 questions, pas plus, quoi. Ils y voient de la division foncière, de la division de bâti, le prix mètre carré aujourd'hui, le prix mètre carré qu'on peut aller négocier, enfin ce genre de trucs, vraiment trois points d'interrogation et pas beaucoup plus, parce que je sais que dans l'outil que vous aviez développé, il y avait lot par lot à combien on pouvait mettre le prix mètre carré, c'était beaucoup trop long, ils le font jamais en fait, et du coup bah je sais pas, moi en termes d'outils, je trouve que ça pourrait être pas mal de faire en sorte que pour eux ça soit juste un bouton à envoyer pour que ça arrive direct dans ma boîte aux lettres. Je trouverais ça hyper sympa, quoi. Alors, comme d'hab, je vais te répondre franchement, hein. L'outil, on l'a développé à l'époque, c'était avec Arnaud et avec les gars de 3, parce que d'eux-mêmes, ils y allaient et c'était plutôt un outil commercial pour dire j'ai un truc à vous présenter et je peux rentrer. Parce qu'il y a 2 ans, les agences IMO, en fait, nous écoutaient pas. Il y avait 10 000 personnes qui venaient frapper à la porte chaque matin en disant je veux faire de l'immobilier et c'est la merde. Donc on avait mis en place cet outil vraiment pour vous dire j'ai un truc à vous présenter, vous venez, mais fondamentalement, que l'outil soit bien ou pas bien, parce qu'au début, il était simple, et du coup, ça marchait pas, il le remplissait pas, du coup, on l'a fait plus compliqué, que soi-disant, c'était ça le problème, et une fois qu'il était compliqué, ça marchait toujours pas. Et en fait, l'objectif du truc premier, et c'est là où on s'est dit, c'était juste d'aller taper à la porte de l'agence immobilière pour qu'elle t'ouvre la porte, parce qu'il y a 2 ans, elle t'ouvrait pas la porte. Donc aujourd'hui, l'outil, il est abandonné parce qu'aujourd'hui, elle t'ouvre la porte, parce que de toute façon, il y a personne qui achète. Donc en fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, je vais répondre à ta deuxième problématique. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont pas du cercle, je suis assez cru dans mes réponses, donc je vous préviens tout de suite. Enfin, je veux dire, l'agent immobilier qui est trop con pour te mettre tout dans le mail et t'appuyer sur le bouton et te l'envoyer, malheureusement, je vais pas développer un truc qui va coûter une blinde pour répondre à la bêtise d'un agent immobilier. Je suis désolé, hein, je suis peut-être beau de décoffrage là-dessus, mais si c'est mettre un DPE dans une pièce jointe et te l'envoyer, et puis t'envoyer le lien dans le corps du mail, tu vois, à un moment, c'est... Voilà. Après, il y a le savoir-faire du marchand, et le fait que toi, tu prennes du recul sur ça, que tu l'analyses, etc. Et je sais que tu le fais, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est pas, je t'incrémente pas. Mais il y a un moment, on peut pas répondre à la bêtise de chaque partenaire qu'on a autour de nous. Bon, je peux rien dire, il y en a là, alors je fais gaffe. Mais non, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, ça marche très bien. La détection d'OP, il n'y a pas de problème là-dessus. On met les fonds, là, comme on disait, plutôt sur la commercialisation et sur la suite, sur les stratégies qui permettent de gagner de l'argent. Et ça, typiquement, c'est pas une stratégie sur laquelle, en tout cas, c'est pas, tu vois, d'une seule voix où tout le monde va me dire j'ai un problème là-dessus. Le jour où il y aura plus que ça à régler, on le fera sûrement, mais je t'avoue que c'est pas la priorité. Voilà. Je dis pas que c'est pas un problème, je peux mais juste aussi apporter en fait un commentaire supplémentaire, ce que je disais tout à l'heure, quoi. T'as mieux fait toi de créer ton cahier des charges et de dire à tes agents immobiliers, ok, ça tu me trouves du T3, parce que c'est basique, hein, je sais, on les pratique tous les agents immobiliers, c'est pas leur job, ils n'ont pas l'expertise d'un marchand de biens, ils savent pas travailler les produits, et c'est une réalité. Il y a peut-être un faible pourcentage qui sait le faire, mais c'est pas le reflet de la réalité.
Donc, tu as mieux fait, toi, de créer ton propre cahier des charges en disant, voilà, T3 pour ça, ça, tu me trouves des opérations. Dès que tu m'appelles, dès que tu as une opération comme ça, comme ça, comme ça, tu leur transmets ton cahier des charges et eux, ils t'appelleront. Je pense que tu seras beaucoup plus efficace comme ça. Il y a un truc important, tu verras par contre, dans ton raisonnement, il est bon, parce que d'ailleurs, sur la commercialisation qui est hyper importante, tu vas voir qu'on va mettre un cadre complet à ça, en fait. Tu vois, pour que toi, tu puisses commercialiser et pas faire comme eux, en fait, à l'arrache, et que ce soit la merde, et voilà. Et donc, nous, en tant que pro, quand nous, on va commercialiser, on va faire quelque chose de bien, mais eux, aujourd'hui, ils ont tous, via leur agence, via leur truc, via leur compromis, via tout ce qu'ils ont, ils ont tous des méthodes différentes, et c'est juste impossible à répondre. Puis en plus, moi, je suis une bite en tech ou je sais pas quoi, donc on va être obligé de prendre des gens, enfin, tu vois, ça va coûter cher pour un truc où il y a peu de plus-value. Et par contre, sur la commercialisation, on s'est entouré de gens qui savent le faire et on vous présentera ça tout à l'heure. Il y a, Ouais, je veux juste faire une petite parenthèse sur l'outil qui a été créé à l'époque, effectivement, où le marché était très tendu. Et nous, à 3, on avait l'ambition de travailler avec une agence Century 21 qui avait 15 agences Century 21. Et au total, ça faisait, je crois, 150 conseillers. Donc, c'est-à-dire que si l'agence travaille avec nous, marchands, et que les 150 mecs, ils nous appellent, pour nous proposer des trucs qui sont pas prévalidés, on va passer notre temps, perdre beaucoup de temps à analyser des choses qui potentiellement fonctionnent pas. Donc c'était une sorte de filtre. Donc c'est un outil qui est plus trop utilisé pour le moment, mais qui peut le redevenir pour les je sais pas, les gens, ils sont à Lyon, vous êtes 15, il y a, je sais pas, 500 agents IMO, vous travaillez avec tous, c'est une sorte de filtre pour être plus efficace. Donc ça peut toujours convenir, je pense. Alors, ouais, t'as raison, hein, mais d'ailleurs, ce que disait Julie, elle s'est mis dessus et tout, et enfin, comme t'es à fond, ça, mais le problème, en fait, c'est qu'au sein du cercle, vous étiez très très peu à vous en servir. Encore une fois, on est une majorité, et bah, quand on voit qu'il y a un truc qui est pas dans l'ADN de tout le monde, on est obligé de s'arrêter parce qu'on se rend compte qu'on développe un truc pour 2, 3, 4 personnes et pour 100 personnes, voilà. Et dès que les sujets, par contre, fonctionnent, on appuie très fort. Et voilà. Tout à fait, mais c'est vrai que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, si le cercle grossit et que tout le monde, dans chaque ville, il y a 100 conseillers qui veulent travailler avec deux marchands, il faut un filtre, une sorte de tri. Alors c'est peut-être un peu contraignant pour les agents IMO, mais une sorte de tri, un filtre pour que les affaires qui arrivent soient un minimum prévalidées. Sinon, on est pollué et on peut rien faire, quoi. Donc nous, on a toujours cette ambition de travailler avec Century. C'est toujours dans les tuyaux, ça prend du temps, mais on espère un jour utiliser ça, ouais. En tout cas, hein, comme d'hab, si par contre vous avez une idée, que vous avez le savoir-faire, que vous avez tout, encore une fois, hein, par contre, bosser avec vous sur le sujet et l'amener au bout avec vous, pas de souci. Fallait pas m'inviter, hein. J'avais déjà noté il y a déjà un petit moment dans le truc de Facebook. Moi, personnellement, j'adorerais avoir un outil qui soit mieux paramétré où je m'emmerde bien moins la vie quand je fais mes opérations pour monter les dossiers à la banque. Je trouve que les rapports visuels sont pas faciles à imprimer pour les mettre dans un dossier quali. Voilà, c'est ma petite demande. T'as un vrai problème avec l'informatique, comme moi. Ouais, t'as vu, hein? Bah oui, on est des gens J'ai des pas osé travaux, le tu dire. vois, on n'aime pas les ordinateurs. Bon, écoute, C'est ouais, la si mise- c'est des la choses mise comme en ça, page. c'est pas bien compliqué, c'est des choses qui peuvent être réglées, donc c'est noté. C'était open bar les questions. Ouais, bah, pas de souci, c'est pas sympa. Pas d'autres questions sur la technicité, en tout cas, qui a été présentée par Avotif, ou du partage d'expérience? Non, mais écoutez, si c'est OK, petite pause